Salut Flo. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton parcours de vie et ce qui t'a amené à t'intéresser à l'agroécologie ici en Ardèche? Je m'appelle Valo Dantine, je suis belge d'origine. Mon prénom c'est Pascal, Pascal Dantine, mais tout le monde m'appelle Valo depuis très longtemps. Ça vient de Belgique. Moi je suis né dans une banlieue industrielle, la vallée de Liège, la vallée de la Meuse, métallurgie, voilà, beaucoup de pollution, etc. Et depuis très jeune, j'aimais bien me promener dans la nature. Je jardinais avec mes grands-parents, des deux côtés, maternelle et paternelle. Je faisais beaucoup de vélo. Il y avait heureusement des petits bosquets, des petits coins encore un petit peu sympas à l'époque. Et voilà, j'ai grandi dans cet univers-là où tout était tourné vers la métallurgie, 20% de chômage dans la banlieue et pas beaucoup d'opportunités. Donc j'ai grandi, j'ai commencé à faire des études scientifiques qui m'ont vite barbé, parce que c'était rien qu'un côté de mon cerveau qui avait été utilisé. J'ai largué les études scientifiques pour aller faire les beaux-arts par la suite, pour travailler l'autre côté de mon cerveau. Une super école, Saint-Luc, Liège, les beaux-arts, très 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 humains, avec de super bonnes valeurs. Et je me suis intéressé très tôt, c'était les années 80, c'était le gros problème du nucléaire. Il y avait encore des missiles américains en Belgique, ils en installaient toujours, le mur de Berlin n'était pas tombé. Donc c'est là que j'ai rencontré un petit peu tous les mouvements écolos et de gauche à l'époque. Et donc c'est comme ça petit à petit que j'ai surtout rencontré les écolos, Nature et Progrès, des petits jardiniers qui étaient présents à toutes les manifestations, quoi. Et là, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tous les problèmes qui étaient sur les pesticides, les engrais, etc. et tout. Et il y a un truc qui m'a fait peur à l'époque, c'est la synergie des restes de pesticides dans les sols. On met des molécules dangereuses dans les sols, elles sont vite retirées quand on voit qu'elles sont problématiques. On remet une nouvelle molécule encore plus dangereuse à la place, et c'est vraiment la spirale infernale, quoi, le cercle vicieux. Mais après, on ne sait pas ce que ces molécules deviennent une fois qu'elles sont pré-dégradées. On ne sait pas ce qu'elles deviennent, mais elles peuvent réagir entre elles et pouvoir faire un jour un poison qui empoisonnerait définitivement les sols. Ce problème-là, bon, il n'est pas encore arrivé, mais il peut toujours arriver, hein. À voir avec les nouvelles molécules comme ils jouent, c'est très 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 dangereux, quoi. Donc c'est petit à petit que je me suis tourné vers l'agriculture bio et les premiers magasins bio qu'il y avait à l'époque. Donc moi j'ai commencé à manger bio vers 88-89, très peu parce que j'avais pas beaucoup de sous, mais au moins la base de mon alimentation, le pain, les pâtes, etc. Et les quelques légumes des copains, les invendus des magasins bio, etc. On arrive à s'en sortir. Après j'ai voulu faire un jardin. Début des années 90 dans la banlieue. Il y avait beaucoup de jardins ouvriers abandonnés et personne n'a voulu m'en prêter. Et j'ai été sonné à des portes et demandé de partout. À chaque fois que j'allais, bonjour, etc. Est-ce que je pourrais remettre votre jardin en état? Les gens me regardent avec des grands yeux et appelaient la famille. Hé, il y a un mec qui veut faire du jardin. C'était complètement loufoque à l'époque. Et donc vraiment galère, quoi. Alors, vu le marasme qu'il y avait dans cette ville, vraiment, j'ai décidé de me barrer. Et je suis parti avec ma copine qui est devenue ma femme. On a acheté un petit camion et on s'est baladé un petit peu partout en France. Je connaissais un petit peu l'Ardèche grâce à des copains, des vacances scolaires entre nous là. On avait fait Vallon-Pont d'Arc et puis les Vences. Et puis j'avais rencontré quelques petits néo-ruraux de l'époque qui vivaient bien sympathiquement dans leur petit coin de montagne avec leur petit jardin et tout. Et là je me dis ça me plaît, quoi. Donc on s'est baladé, on a visité différentes régions, les Pyrénées, un peu partout, quoi, et tout. Puis finalement, c'est vraiment l'Ardèche qui nous plaisait le plus. Et donc on a décidé de s'installer, on s'est acheté un petit terrain en 94, avec deux petites ruines. Et là, on a commencé nos premiers jardins et retapé notre ruine, et on n'y connaissait rien. Mais alors vraiment rien du tout. Donc pour retaper ma maison, la première chose que j'ai faite, c'est bénévole spontané auprès des voisins, auprès des copains, pour aider à retaper les baraques. Je n'ai jamais travaillé que la pierre, le bois, pas de plaque au plâtre, pas de bloc béton, tout ça, je refusais, quoi.
Et là, j'ai appris les différentes techniques, j'ai retapé ma maison, j'ai rencontré des gens et tout, puis je me suis lancé dans mes premiers jardins, qui étaient catastrophiques. Il me reste encore des arbres qui ont 25 ans et qui n'ont pas poussé, qui végètent dans un coin. C'est surprenant la résilience qu'ils ont, quoi. Et tout. À l'époque, il n'y avait pas de formation de jardinage, il n'y avait pas beaucoup de bouquins. Il y avait Terre Vivante qui avait 2-3 bouquins, mais il y avait surtout les 4 saisons du jardinage. Et donc, je ne sais plus où, j'ai trouvé la collection des 4 saisons du jardinage du début des années 80, et c'est une mine d'informations formidable. D'ailleurs, cet hiver, j'ai commencé à les relire, et je retrouve encore des trucs que j'avais un petit peu oubliés et qu'on n'y pense plus, mais il y a encore de bonnes astuces dedans à les repêcher à l'heure actuelle. Voilà. Donc c'est avec ces différents bouquins que j'ai commencé un livre sur le compost, à m'intéresser à retaper l'écosystème, retaper les sols grâce au compost. Et ça a très bien marché. Alors ma femme est une flower victime, c'est-à-dire qu'elle veut mettre des fleurs de partout. On a des milliers de plantes, des toutes petites rasemottes, des arbres ornementaux, des arbres fruitiers, des buissons, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de feuillages. C'est maison et jardin chez moi. C'est moi qui veux visiter mon jardin, mais ça reste un endroit privilégié pour le repos et la détente. Je n'invite que les meilleurs amis. Donc, à cultiver toutes ces plantes de toutes sortes, aussi bien l'ornemental que le vivrier et tout, ben, on a pris au contact des plantes à mieux les travailler. Et puis au bout de quelques années, ben, en 2007, j'ai rencontré Terre et Humanisme et j'ai été embauché comme jardinier. La rencontre, elle s'est fait comment? Alors c'était un petit peu spécial, en Belgique on avait un régime social très bon, quoi. C'est-à-dire qu'en sortant de l'école, j'ai touché les allocations d'attente du premier emploi. Donc ça me permettait de temps en temps, quand j'étais en Belgique, j'avais des petites allocations, c'est un peu plus que le RSA en gros, hein. Quand j'étais là, bah, de temps en temps, je touchais un peu de sous, et puis des fois je partais. On a fait beaucoup de saisons, on faisait la manche dans la rue, je jouais de la guitare et ma femme chantait. Et on se démerdait, on faisait les poubelles, les invendus sur le marché. C'était la belle vie, quoi. Et voilà, et puis au bout de quelques années, j'ai reçu une lettre du chômage belge en me demandant qu'est-ce que je faisais pour trouver un emploi. Ça faisait 19 ans que j'avais l'allocation d'attente du premier emploi. Ah oui. Et alors quand j'ai été les trouver, moi j'ai dit qu'est-ce que je fais? Ben rien. Avec les misères que vous me donnez, j'ai pas de quoi m'acheter une carte de téléphone ou un ticket de bus, quoi. Moi je survis avec ce que vous me donnez et il n'y a pas moyen de s'en sortir comme ça. J'avais essayé de faire j'avais fait des demandes de formation quand même, hein, sur la menuiserie, sur plein de petits trucs, mais je ne comptais pas parce que j'étais pas chômeur complet indemnisé. Donc j'avais pas le droit de faire des formations. Donc dans un entraînement pareil, j'ai tout laissé tomber. En gros, on pourrait dire que j'ai pris ma retraite entre 20 ans et 42 ans. Ma retraite où je me suis formé en autodidacte. Oui. C'était le meilleur plan. Donc je ne regrette pas l'argent que j'ai pris à l'État pendant des années. Et donc je suis monté là et j'ai dit bah, je fais rien pour trouver du boulot parce que là. Et le type sur qui je suis tombé, il était super sympa. Il me dit mais quand même c'est pas possible, tu vas perdre tes doigts, etc. Il y a bien quelque chose qui t'intéresse. Et je dis ben oui, il y a des choses qui m'intéressent. Moi c'est l'olivier. Je suis amoureux des oliviers. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse une formation d'olivier en Belgique? J'y allais en sachant que j'étais rayé, que je me tracassais absolument pas, ma vie avait changé, quoi. Et le type il me sort, bah, tu sais qu'il y a des formations, des échanges de chômeurs dans la communauté européenne. Je dis, ça veut dire quoi ça? Bah, il dit, bah, on te paye pour aller en France faire une formation sur les oliviers. Tu trouves une structure qui t'accueille 3 mois et on te donne 5100 € pour les 3 mois. Il dit, bougez pas, je reviens. Je suis redescendu en Ardèche, dans mon village, et avec mon voisin et un copain d'enfance de mon voisin, on est en train de discuter, et puis je dis au copain de mon voisin, tu travailles dans une asso, toi? Vous faites du jardinage? Ben moi je viens, je vais de mars, je viens vous donner un coup de main en pépinière, on lance tous les semis, on lance tous les jardins, je ne demande rien, c'est gratos, vous me signez un papier au bout des 3 mois. Et ils m'ont dit bingo. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Terre Humanisme, super bien payé. Du coup, Terra Humanis, pour ceux qui connaissent pas,
L'association qui n'a pas été créée par Pierre Rabhi, elle découle du mouvement que Pierre a lancé, c'est Oui, ça? elle est initiée, le mouvement a été initié par Pierre Rabhi et c'est des amis de Pierre Rabhi qui ont fondé cette association ensemble et acquéri le Mat Beaulieu à la Blachère pour en faire une sorte de formation. Donc on fait des formations payantes, mais aussi accueillir énormément de bénévoles tout au long de l'année pour nous aider aux travaux des jardins et du bâti. Et ces bénévoles, en plus, ils ont l'occasion d'apprendre avec vous. Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas utiliser de la main-d'œuvre comme on fait beaucoup avec les bénévoles, comme on croit, de partout. Maintenant, ça ne s'appelle même plus des bénévoles, mais des volontaires qui font un séjour d'immersion. C'est sûr qu'il y a une partie travail au jardin, mais qui est très pédagogique, et il y a différents petits ateliers au cours de la semaine où on va faire une formation une pseudo-formation agroécologique la plus globale qu'on peut, avec les moyens qu'on a et le temps disponible. Donc ça permet de transmettre l'agroécologie à un public qui n'a pas de quoi se former, qui est financièrement plus faible. Et toi, du coup, ici, tu as le rôle maintenant de formateur. J'ai le rôle de formateur. Au début, j'étais animateur avec les bénévoles au jardin. On a retapé, c'était le désert ici, hein, encore en 2006-2007. Donc on a retapé l'écosystème avec les bénévoles. Et au bout de quelques années, on m'a demandé d'intervenir dans les formations qui avaient lieu. Parce qu'avant, c'était des formateurs extérieurs qui venaient, qui étaient un peu décalés du jardin. Donc avec mon collègue Eric à l'époque, Eric Segers qui est parti maintenant à Auroville, où il est producteur de semences, on a commencé à animer les différentes formations qui tournaient autour du potager. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'agroécologie, les valeurs qu'elle porte? Parce qu'on entend D'abord, je toujours vais parler parler sur de... l'agroécologie. Ouais, Parce que l'agroécologie, moi, c'est un mot que je connais pas depuis longtemps. voilà, c'est... Enfin, si, Ouais. maintenant, ça fait une quinzaine d'années, quoi, en gros. Mais agroécologie, ça n'existait pas quand j'étais jeune. En fait, ça s'appelait bêtement agriculture biologique. Et ça allait vraiment très bien. Le problème, c'est qu'on peut regarder la Fédération nationale d'agriculture biologique, tous les textes de l'époque, c'était de l'agroécologie. La charte de nature et progrès, c'est de l'agroécologie. C'était pas seulement ne pas mettre des produits de synthèse sur son sol, c'était le respect de l'environnement, le respect de la faune, et aussi le contact direct au consommateur, producteur, consommateur, etc. Tout avait été déjà construit dans les années 60-70. Le problème, c'est que devant l'intérêt du bio, les États et puis l'Europe se sont appropriés le nom biologique et ont complètement réduit la charte pour devenir quelque chose de plus en plus simple. Et en fait, agriculture biologique maintenant ne veut plus rien dire du tout. Il n'y a qu'à voir tous les produits qu'on a en grande surface. Voilà, c'est bio, oui, il n'y a pas de produit de synthèse, mais bon, ça vaut rien, quoi. Donc c'est du conventionnel recyclé, en gros. En gros, les agriculteurs qui pratiquent ce genre de bio, ils ont changé de palette à la coopérative agricole. Au lieu de prendre l'engrais chimique, ils prennent l'engrais organique. Et ils fonctionnent de la même manière avec du soluble sur un sol qui est un substrat. Donc il y avait besoin de remettre un peu tout ça à jour et c'est comme ça que l'agroécologie est née. Bon, dans le mouvement de Pierre Rabhi, mais aussi dans le mouvement en Amérique du Sud. On parle beaucoup d'agroécologie là-bas. Il y a la permaculture aussi qui s'est développée d'abord en Australie et puis qui est venue ici. Maintenant, la vraie permaculture globale, elle est super chouette. Je ne parle pas des petits raccourcis permaculture qu'on peut trouver sur Internet, où des fois c'est un petit peu limite les conseils qu'on peut y trouver. Toi, qu'est-ce que tu entends par permaculture, le fond, du coup, quand tu parles de globalité? C'est une permaculture beaucoup plus agronomique. Hein, maintenant, beaucoup, la permaculture devient des petits trucs et astuces qu'on apprend tuto, et on apprend une technique et on reproduit une technique. Mais si on reproduit une technique sans la comprendre, ça marche bien souvent, mais des fois ça marche pas. Et quand ça marche pas, c'est catastrophique. Et on peut foutre en l'air un sol. Donc c'est un petit peu ça qui me gêne un peu. Maintenant, les cours de permaculture sont globaux. Et quand on fait un stage sur 15 jours, là, il y a quelque chose qui se passe. Mais il ne faut pas réduire ça au simple catalogue de techniques.
Donc quand nous on fait des formations de potager en agroécologie, les gens ils croient qu'ils vont apprendre à planter des choux à la mode de chez nous. Maintenant on leur fait une leçon d'écologie toute la semaine en incluant la vie de la planète, le développement de végétaux depuis la naissance des bactéries dans la mer. On va vraiment voir toute l'interaction entre tous les êtres vivants pour expliquer comment le jardin se place là-dedans. Parce que le jardin, c'est toujours un système artificiel créé par l'homme. Et comment est-ce que le jardin peut être le plus naturel et respecter au mieux les besoins des plantes, c'est en comprenant l'écologie des milieux plus sauvages. Et est-ce qu'en permaculture, vous repensez la place de l'humain aussi? Totalement. Oui. Totalement, quoi. L'humain fait partie de la nature. Et ça, les gens, ils croient qu'ils habitent dans des boîtes en plastique ou en béton, et ils se croient affranchis de la nature. Il y a le Covid qui leur a prouvé le contraire. Hein. L'humain fait partie de la nature. Et quand on voit les humains chasseurs-cueilleurs, ils vivaient dans la forêt, on fait partie, intégrante. Et maintenant qu'on a tout rasé, qu'on a tout nivelé, qu'on a mis du béton et tout, on se croit supérieur, qu'on domine. Mais en fait, on est aussi petit qu'une fourmi dans un brin d'herbe quand on est dans la forêt. Donc beaucoup de gens ont perdu un petit peu ce lien, mais la nature ne les a pas perdus, elle les rattrapera. Hein. Oui, ouais. On le voit d'ailleurs. On le voit avec le Covid, ou bien on dégénérera tôt ou tard, on n'empêchera jamais la mort. Hein. Et toutes les pathologies, le recyclage derrière. Les pathologies qui sont nées dues à un autre style de vie aussi, coupé de la nature du coup. Oui. Et après tout ce qui est climatique. Oui. Parce que là aussi, on se croit, même si on nous le dit à longueur de journée, on croit que ça n'arrivera pas, mais c'est là déjà en fait. Ouais. Ça va arriver quoi. Hein. Mais bon, moi je suis un peu sceptique sur ce qui peut pouvoir se passer, parce que ça fait des années qu'on le dit qu'il y a du réchauffement climatique. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut faire du bio, quoi. Et on n'arrête pas d'année en année. Alors je crois qu'il y a eu un trou dans les années 90. Le bio et toute cette conscience écologique s'est bien développée 60, 70, 80 un peu, mais 80 c'était les années un peu capitalistes, Golden Boy, etc. et tout. Et les années 90, il y a eu une perte. Et quand en 2000, le réintérêt pour l'agroécologie et le jardinage biologique sont revenus, les vieux formateurs des années 60-70, ils étaient déjà très vieux, un peu morts, et puis il y avait des jeunes. Et il y a eu un manque de lien un petit peu, quoi. Et ce qui fait qu'on croit que le renouveau de la permaculture, le renouveau de l'agroécologie date de 15 ans, 20 ans, mais non. En fait, il y avait juste un petit creux dans la vague. Oui, d'accord. Ouais. Et du coup, on parlait un peu politique tout à l'heure, parce que c'est important, surtout à ce niveau-là. Est-ce que les politiques s'intéressent à l'agroécologie ? Les politiques s'intéressent à l'agroécologie comme argument électoral ? Oui, bien sûr. Mais les politiques qui sont mises en place, on les attend toujours, quoi. Hein. Il y a eu des tas de déclarations sur l'agroécologie par Stéphane Le Foll, on parle de transition agroécologique, ou de transition écologique tout court, un petit peu partout, gros blabla, on va mettre des moyens. Il y a des millions qui sont dépensés en réunions, en colloques, etc. et tout, mais il n'y a aucune loi qui a été promulguée, aucun arrêté d'application qui nous permettrait d'évoluer un petit peu. On n'a qu'à repenser à la guerre du purin d'ortie qui est arrivée en 2006, où donc l'ortie, qui était utilisée depuis très longtemps par des jardiniers bio sans aucun souci, a été interdit par le gouvernement, sous prétexte que tous les purins d'ortie sont différents, ils ne sont pas normalisés, donc on ne peut pas commercialiser, donc c'est interdit. C'est pas interdit aux jardiniers amateurs qui le fait pour lui, mais tous les produits traités au purin d'ortie ne peuvent pas être vendus dans le commerce. Donc voilà, c'est un petit exemple. Ça a été très loin la guerre de l'ortie. Hein. Ceux qui promouvaient le plus et qui l'utilisaient professionnellement ont été attaqués par les douanes, confiscation du matériel, confiscation des ordinateurs, ils ont pris sur leur compte en banque, c'était vraiment une grosse pression. Mais heureusement qu'il y avait toutes les associations autour qui se sont mobilisées, depuis les Amis de la Terre et plein d'autres, pour défendre ceux qui ont été attaqués. Et donc après, le gouvernement, il a vite mis les pédales douces, il a autorisé le purin d'ortie.
Et puis maintenant, il est interdit de plus rien de consoude. Le ministre a déclaré que si on mangeait 6 kilos de consoude par jour pendant 6 mois, on aurait des petits désagréments au foie. Moi, je lui réponds que si je mange 6 kilos de consoude aujourd'hui, je n'aurais pas fini mes 6 kilos, j'aurais déjà mal au bide. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a un petit peu de substance un petit peu toxique dans la consoude, mais en très faible dose. Mais il nous interdit aussi pas mal de plantes, des plantes que j'aime bien, moi c'est la tanésie, l'absinthe et autres, qu'on utilisait comme léger fongicide contre certaines maladies, ou même des fois contre des attaques d'insectes. Ce sont des plantes toxiques, c'est sûr, mais des toxiques légers, vite biodégradables, qui n'ont aucun souci pour la santé humaine, mais elles sont interdites parce qu'elles contiennent des molécules toxiques. Donc depuis, l'État a pondu une liste de plantes, 150 plantes je crois, qu'on avait le droit d'utiliser pour faire des préparations naturelles pour les jardins. Et bien dans toutes ces plantes-là, il n'y en a presque aucune qui nous intéresse. Et oui, ce sont toutes les plantes à usage alimentaire humain ou pour le bétail. Mais voilà, si je dis que je prends une feuille morte de la forêt et que j'utilise une feuille de chêne, la feuille de chêne n'est pas consommable par l'homme. Les chèvres en bouffent, hein, mais n'est pas reconnue consommable par les animaux dans l'agriculture, dans les élevages. Donc du coup, les décoctions de chêne sont interdites. Ah oui. C'est aussi stupide que ça. Ok. Donc on parle de transition écologique et qu'il faut mettre les moyens. Et on a des remèdes. On connaît les techniques pour gérer les matières organiques, fertiliser les sols, etc. On a des plantes beaucoup plus vigoureuses et beaucoup plus résilientes. Mais il y a des attaques d'insectes qui peuvent venir parce qu'il y a une année un peu particulière, ou des attaques de maladies parce que le climat est un petit peu particulier. Et donc on nous interdit d'utiliser ces plantes-là très efficaces. Donc le but, c'est de démolir le bio, pour moi, simplement. Vous pouvez faire du bio, mais vous n'avez pas le droit de défendre vos cultures. Une fois que tu auras fait faillite, tu recommenceras le conventionnel. Donc pour moi, c'est pure hypocrisie. Si on en revient le business, comme aussi les graines du coup, enfin les semences. Ah ouais. Je sais aujourd'hui, enfin c'est toujours, dans certains pays c'est lamentable quoi. Oui. Mais les semences quand même, ça se libère quand même un tout petit peu, quoi. Il y a beaucoup de pression, mais ils n'ont pas encore réussi à fermer. Et les semences paysannes sont en train d'être reconnues quand même, quoi. Même s'ils essayent d'imposer leurs OGM, imposer des variétés plus industrielles, il y a quand même une place qui est laissée aux semences paysannes En France en France. Parce qu'en Afrique ça a été vraiment désastreux. Oui, Aujourd'hui, est-ce que oui, ça... parce que les Africains, ils sont preneurs de toutes les techniques. Nous, on a des grosses bagnoles, on a des piscines, on a des grosses maisons et tout, et on s'éclate et on est tous riches. Donc ils veulent nos techniques pour produire, et ils veulent nous imiter, c'est sûr, quoi. Et donc les commerciaux des grosses boîtes, ils viennent, ils leur font des gros baratas, etc. et tout. Et donc voilà, c'est complètement désastreux, quoi. Mais ouais, il ne faut pas désespérer parce que le continent africain, il est fort, quoi. Terry Humanisme avait fait justement une vidéo Les semences prennent le maquis, qu'on doit pouvoir retrouver encore, hein, c'était il y a une bonne dizaine d'années, où justement, au cadre des formations de Terry Humanisme aux paysans, je crois que c'était au Burkina, qui transmettent chacun à leur tour dans leur village, il y a un effet multiplicateur, on leur a parlé de cette problématique mondiale de la semence, et montré un petit film, etc. Et là, sur le film que Terry Humanisme a vu, on a vu tous les Africains, ils étaient prêts à prendre la machette et le fusil. On va défendre nos semences, mais on va pas se laisser faire. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le tout? On les voyait énervés, quoi. Et vraiment, ils n'imaginaient pas que c'était à ce point-là, quoi. Et je trouvais que c'était beau et fort, quoi. Parce qu'ici, quand on en parle, ouais, bon, c'est triste et tout, hein, mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout, on est un peu fataliste, quoi. Eux, ils prennent le maquis. Ah, c'est comme ça, on va défendre nos savoir-faire. C'était beau. Tu trouves qu'en France, du coup, on laisse faire? Enfin, on n'agit pas assez, selon toi? Non, on n'agit pas assez, les gens sont devenus un peu fatalistes, quoi. Et c'est triste. Chaque fois qu'il y a eu des manifs sur le nucléaire, on avait déjà vu que ça ne marchait pas trop, quoi, hein. On ne nous écoutait pas de toute façon.
Et puis maintenant, dès qu'il y a une manif et que ça n'arrange pas l'État, il envoie les CRS, quoi. Et même, ils ont des moyens d'influencer en douce, à gauche, à droite, pour essayer que les militants, de leur faire cloître le bec, pour rester poli, quoi. Donc voilà, les gens n'osent pas, le militant il n'ose pas y aller tout seul, parce qu'il a peur de m'offler personnellement. Et il n'y a plus vraiment de groupe qui est vraiment d'attaque, quoi. Ou alors quand ça arrive de temps en temps, ça a tendance à devenir un petit peu violent, quoi. Donc c'est un peu dommage, ça. Il y a plein de foires, il y a plein de séminaires, il y a plein de choses qui promouvent des bonnes manières de faire, etc. Ça diffuse lentement dans la société, ça avance, c'est déjà pas mal, quoi. Mais d'opposition au gouvernement et à toutes les administrations, il y a peu de choses finalement. Du coup, selon toi, la meilleure façon de bouger les choses ici chez nous, ce serait par l'action, ce serait par la force du colibri, ce serait par, Oui, selon toi. c'est de faire, hein. On fait ce qu'on a à faire. Et si parfois il y a des choses qui sont un peu illégales, tant pis, j'ai ma conscience avec moi, je le fais quand même. Donc il y a beaucoup de paysans qui utilisent des préparations naturelles qui ne sont pas reconnues par l'État. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne le déclarent pas, c'est tout. Mais ils le font. Ils prennent le risque. Si on en revient à l'agroécologie, est-ce que l'agroécologie n'a pas vocation à prendre la place de l'agriculture conventionnelle en manière de production? Ça serait plus vraiment de l'agroécologie sinon. Est-ce que tu m'entends quand je dis ça? Je veux dire des maraîchers qui développent vraiment toute leur ferme en agroécologie, est-ce que c'est viable? Oh, totalement, totalement. Moi je suis convaincu de ça, mais il faut revoir tout le système à zéro, quoi. Et reposer les choses à plat convenablement. Donc il ne faut pas faire du maraîchage n'importe où, mais dans des régions qui sont, dans des zones qui sont propices au maraîchage. Il faut faire de l'élevage dans les régions propices à l'élevage. Mais il ne faut pas tout localiser comme la Bretagne avec tous les porcs d'un coup. Les porcs, ils devraient être dans chaque ferme, un petit peu partout. Il faut tout relocaliser et tout voir en dynamique autour d'une ville, autour d'une petite région. Il faut relocaliser un petit peu toute l'alimentation et toute la production. Et surtout, il faut replanter des kilomètres, des milliers de kilomètres de haies. Tous les bocages qui ont été détruits dans les années 60, on en a besoin. Et c'est là qu'on arrivera à stocker le carbone. On parle sans arrêt de stocker du carbone, de stocker du carbone. Ils imaginent des tas de solutions onéreuses. On va demander de l'agriculture de mettre plein de carbone dans les sols, ce qui est un non-sens écologique pour moi. Ils essayent d'insuffler du carbone dans les mers et tout. En fait, il suffit de faire pousser des arbres, de remettre des bocages en place et que réaccueillir la biodiversité, des oiseaux, des hérissons, de toutes les bêtes et tout, et de tous les insectes. Plus de 9/10 des insectes mangent d'autres insectes. Si on veut être tranquille avec les ravageurs, il faut multiplier le nombre d'insectes qu'on a autour de chez soi. Donc c'est un boulot monstrueux, quoi, à faire. Quand on voit la Beauce, ce que c'est devenu, comment faire des petites fermes en agroécologie là-bas? Et pour bien imaginer ça, il faut revoir la paysannerie à l'ancienne. Toutes les fermes qui étaient plus ou moins en autonomie, de partout, dans toute la France, dans toute l'Europe. C'est sûr qu'ils étaient un peu plus pauvres à l'époque, ils n'avaient pas les techniques agroécologiques de maintenant, quoi. On connaît mieux les sols, on gère mieux les matières organiques, donc on peut faire beaucoup mieux. Ils ont fait énormément, ils ont fait vraiment bien pendant des siècles, mais avec leurs limites un petit peu de connaissance de l'époque. Maintenant, on pourra aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, mais on a besoin de leur savoir-faire qui est en train de se perdre. Et humainement aussi, ça pourrait nous tirer vers le haut de retourner vers ça. Parce qu'aujourd'hui, du coup, de cette coupée de la nature, comme tu disais, on se coupe de l'humain, on se coupe entre nous, on ne travaille plus ensemble vraiment, alors qu'avant, des paysans, comme tu parlais, ils avaient besoin d'être ensemble, sinon ça ne marchait pas. Ouais. Et dans les villes, il y a encore beaucoup de gens qui ont un contact avec la nature par le biais du vélo, des randonnées, etc. Donc le contact, il n'est pas tout à fait perdu. Et on voit, il y a beaucoup de plus de jeunes qui font le retour à la terre,
pour utiliser une expression toute simple, et qui aimeraient bien changer de vie, quitter la ville, etc. Mais le problème, c'est le foncier. Et là, ça va bloquer pendant longtemps, quoi. La réforme de l'agriculture passe par une réforme du foncier, c'est sûr, quoi. Il faut abolir le concept de propriété privée pour les terres cultivables, mais la terre à celui qui produit. J'ai oublié le début de la première question. Que les anciens, du coup, étaient beaucoup plus en lien, ils n'avaient pas vraiment le choix, enfin, Ouais. c'était cette manière de vivre. Et qu'aujourd'hui, on est coupé et que ça... Il n'y avait pas le choix et ça pouvait faire aussi beaucoup de tensions, parce qu'ils vivaient la famille au sens élargi. Donc depuis les grands-parents jusqu'aux petits-enfants. Et un peu coincé là-dedans, donc ça peut faire des problématiques familiales un peu lourdes. Et tout le temps dans le même village un petit peu lourd, ils n'avaient pas l'ouverture à l'extérieur comme maintenant, même s'il y avait le journal et que ça circulait un petit peu, quoi. Donc ce truc social, c'est pas recommencé, quoi. Mais par contre, sur le modèle de ces fermes paysannes anciennes, on peut imaginer plusieurs couples, plutôt de la copropriété ou de la colocation, n'importe, où on aurait un paysan boulanger, un qui fait du petit élevage très diversifié, un maraîcher et d'autres activités à côté. Et les uns dépendraient les uns des autres au niveau, le fumier qui va au jardin, le jardin qui apporte du compost, etc. On arrivera à retrouver une autonomie sur cette ferme de manière beaucoup plus ouverte et chacun des couples pourrait se donner des coups de main à l'intérieur de cette ferme. Moi je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, quoi. Retendre à tisser du lien et pas être tout seul en tant que maraîcher. Ah non, c'est impossible. Le maraîcher tout seul, il va acheter. Il va acheter forcément, il n'a pas le temps de se faire son compost, il n'a pas le temps de se faire ses semences. C'est trop compliqué de faire tout. Donc il a besoin des autres, et les autres ont besoin de lui. J'en parlais avec Clément, qui est ton collègue, là, et qui disait que un maraîcher seul, enfin c'est des heures du coup de travail, 40, 50 heures, je sais plus par semaine. Non, plus. Et du coup, qui se dégageait à peine un 800 € dans le mois, quoi. Ouais. Oh, je connais des maraîchers qui travaillent bien, ça peut être du 12 heures, 14 heures par jour pendant la saison, hein, parce qu'il y a des moments plus cool. Et il y en a qui arrivent quand même à bien tirer leur épingle du jeu et gagner plus que ça, quoi. Évidemment, au démarrage, c'est pas facile. Il y a l'installation qui prend beaucoup de temps, beaucoup de structures à faire. On arrive sur un sol dans quel état il est, le temps de l'améliorer pour qu'il devienne vraiment productif. Et puis il y a aussi des fois les compétences de la personne qui commence. Il est capable de faire pousser des légumes, c'est sûr. Mais avant d'avoir vraiment un calendrier et que son jardin soit tout le temps rempli, tout le temps productif, dès qu'on enlève quelque chose, on remet quelque chose, tu vois, tout ce cycle-là, il n'est pas facile à faire. Et il est différent pour chacun des maraîchers. Même moi, j'aurais difficile. Je devrais beaucoup réfléchir et beaucoup ne faire que ça. Si je voulais me faire maraîcher pendant 1 an, ça me prendrait énorme, malgré les connaissances que j'ai, quoi. Mais créer un cycle, créer une ferme, c'est énorme. Du coup, d'être à plusieurs, ça Oui. peut faciliter. Oui. Et surtout qu'entre un éleveur, le paysan boulanger, le maraîcher ou autre activité, hein, on peut imaginer les activités artistiques ou autres autour, d'accueil du public, accueil paysan, gîte, on peut faire un mélange de tout ça, parce que c'est bien d'attirer des gens à l'extérieur et de montrer qu'on peut vivre un petit peu différemment. Donc chacun aura sa période de rush, à un moment donné, il aura le coup de main des autres. Et si le projet est bien réfléchi, ça coulera de source et il n'y aura jamais trop de boulot d'un coup. Ok. Super. Enfin, pas trop de boulot d'un coup. Quand les cerises sont mûres et qu'il y a l'orage qui arrive, on n'attend pas le lendemain et peut-être qu'on va faire 8 heures de ramassage de cerises non-stop parce que le climat nous l'impose. Mais bon, ça va quand même un peu calmer le jeu, surtout pour le maraîcher qui doit désherber. On va arriver à la fin, je pense, mais j'aimerais te poser cette dernière question. Tu vois s'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter. Quelque chose qui te tienne à cœur, un message que tu as envie de passer. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais s'il y aura quelque chose pour un peu conclure. Faites-le.
allez-y, faites-le, n'ayez pas peur. C'est le premier pas qui est difficile, le deuxième l'est déjà un peu moins, le troisième est plus facile, et au bout de quelques mètres, on galope. Regardez un enfant qui apprend à marcher, c'est pas facile au départ, hein, mais après on ne le rattrape plus. Chouette, merci. Euh, du coup, pour rappeler un peu, on peut, à Terre Humanisme, vous accueillez, du coup, je voulais rappeler ça, des formations, du bénévolat. Oui, on a du bénévolat qu'on appelle volontaire, hein, parce que ce n'est pas uniquement travailler au jardin, comme j'ai dit, bon, on fait plein de petits ateliers, plein de petites choses pour la découverte de l'agroécologie, des formations, des visites de jardin. Des visites de jardin qui sont régulièrement programmées, qu'on peut trouver les dates sur le site. On organise aussi des visites pour des groupes qui en font la demande. On fait des animations à l'extérieur, on va donner des coups de main dans les jardins partagés. On est ouvert à toute demande, à tout public. D'accord. Là, sur le site de Terre et Humanisme, il y a une petite fiche de prise de contact, où les personnes nous disent quel est leur projet, qu'est-ce qu'ils ont envie, etc. Ça arrive à l'accueil, c'est redonné à la bonne personne, et on essaye de répondre à toutes les demandes. Super. Ce qui est impossible, mais heureusement, ça fait déjà plus d'une quinzaine d'années qu'on a une formation d'animateur en agroécologie, formation longue qui dure toute l'année, où on a formé des tas d'animateurs qui sont capables de nous relayer un peu partout en France. Eux aussi forment derrière. Ils forment, ils animent, ils forment, ils font des ateliers, chacun a leurs compétences, hein, selon un endroit. Mais on va nous demander en Alsace, non l'Alsace c'est un mauvais exemple, il y a plus peu de monde. En Bretagne ou dans telle région, on aimerait bien quelqu'un pour animer ça. Ça peut être un coup de main sur une exploitation agricole, un coup de main dans un jardin partagé, mais ça peut être créer une dynamique collective autour d'un projet. Ça peut être beaucoup de choses. On va trouver la personne ad hoc et on lui proposera, tiens, tu ne veux pas, pour Terre et Humanisme, t'occuper de ça. Donc ils sont plus de 150. Super. Eh bien, je te remercie, Valo. Je te remercie aussi. Et au plaisir de se retrouver ici ou là et de vous aider au jardin aussi. Quand tu veux, on est toujours là. Et vous aussi, venez quand vous voulez.